bienvenue à tous à cette matinale sur l'économie circulaire et ses impacts sur la logistique et les entrepôts, co-organisée comme à l'habitude par nos deux associations, Auré et Afilog. Auré donc centré sur l'environnement, Patricia vous en dira plus, et Afilog sur l'immobilier logistique, donc rassemblant promoteurs, investisseurs, architectes et tous les métiers autour de l'entrepôt. C'est la dernière matinale de l'année et de notre cycle de 5 événements pour ceux qui ont déjà participé. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous préparons une nouvelle série pour 2021. Et donc, pour cela, vous découvrirez une nouvelle bonne volonté qui va rejoindre la Dream Team Auréa Philog début d'année prochaine. Vous la connaissez sûrement déjà puisque c'est une adhérente de longue date d'Afilog et elle est déjà intervenue à plusieurs reprises dans ces matinales. C'est Asna Berkiaguez. Voilà. Donc, Maître Savin, Grégoire Bretomé et Asna Berkiaguez vous prépareront très bientôt un programme sur la logistique durable pour 2021 puisque l'environnement est plus que jamais au cœur des professionnels de la logistique et de nos pratiques. Nous sommes mis au défi par les citoyens, par les interlocuteurs publics, par les parlementaires. Nous sommes mis au défi sur plein d'aspects et nous relevons ces défis bien volontiers et de bonne grâce, que ce soit sur la sobriété foncière, sur la performance énergétique, sur la préservation, voire sur la création de zones de biodiversité. Donc, les sujets ne manqueront pas et vous pouvez également nous suggérer des sujets si vous avez des bonnes idées. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'immobilier logistique et d'économie circulaire. Donc, de qu'est-ce qui, dans la conception, la construction et la vie d'un bâtiment, peut, voire doit, rejoindre les ambitions de circularité, c'est-à-dire de plus grande frugalité dans l'usage des ressources de toute nature. Économie circulaire, forcément, vous pensez réemploi, recyclage, mais de quoi quand on l'applique à l'immobilier logistique? Vous pensez sans doute naturellement aux matériaux de construction, mais on peut penser aussi au foncier, qui est la matière rare et chère par excellence et qui risque de l'être de plus en plus à l'avenir. Alors, comme menu de la matinée, vous aurez comme d'habitude une entrée en matière juridique par Maître Savin. Vous bénéficierez ensuite du témoignage d'un opérateur DCB Logistique qui sera représenté par Laurent Seven et Laurent Charrier, qui connaissent bien ces sujets pour les avoir mis en application sur le terrain, donc point de vue terrain. Et ensuite, on finira par un point de vue d'un architecte en la personne de Yann Daoud-Larian qui co-préside avec Gabriel Franc, l'agence Franc et le groupe Franc Architecture. Voilà comme introduction. Bonne matinée à tous et à tout à l'heure. Je reprends le micro. Merci Diana. Bienvenue à nos intervenants. Et déjà, merci infiniment à nos deux Laurent Steven Charrier et Yann Daoud-Larian, d'avoir accepté, Laurent nous dit bonjour et Yann, voilà, d'avoir accepté de consacrer leur temps à cette matinale. Je vais présenter Auré en un mot avant de faire le point juridique. Donc, Auré est un réseau multi-acteurs, entreprises, collectivités locales, qui existe depuis 1992. Nous travaillons sur 3 axes majeurs de réflexion environnementale, à savoir l'économie circulaire, la biodiversité et l'économie, et la RSE, tout ce qui est reporting extra-financier. Une équipe de 12 salariés avec une déléguée générale, Nathalie Boyer, et notre responsable communication, Grégoire, qui nous aide efficacement pour ces matinales. Voilà, Auré, en quelques mots, des groupes de travail, des réflexions, des conférences et puis des partenariats multiples avec le ministère, l'ADEME, pour produire des plateformes, des livrables. Allez sur notre site auré.org, tout est en libre accès et accessible à tous, adhérents ou non. Petit mot d'introduction juridique. L'économie circulaire, de quoi s'agit-il? Alors, je vais vous projeter quelques slides, s'ils veulent bien apparaître. Les voici.
Alors, c'est un flash, hein, puisque j'ai 10 minutes montre en main pour faire ce point juridique. C'est un flash sur la loi économie circulaire. Et quelle est d'abord la définition? Parce qu'on parle d'économie circulaire, je dirais, depuis 2-3 ans, mais en réalité, depuis 2015, nous avons une définition juridique de l'économie circulaire. Cette définition juridique a été introduite dans la loi de transition écologique pour une croissance verte, la loi de août 2015, et je vous la lis, vous verrez, tout est dans cette définition. La transition, donc on parle bien d'une transition vers un autre modèle économique, vers l'économie circulaire. Donc la transition vers une économie circulaire, alors les mots sont importants, transition parce que ce n'est pas d'un seul coup, et nous le verrons dans les exemples à venir, qu'on ne tue pas un modèle économique pour un autre, mais on fait un passage en douceur avec de l'expérimentation, de l'innovation, de la réflexion et de l'intelligence collective. Donc, je reviens à ma définition qui est dans le Code de l'environnement. Hein. La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire, consistant à extraire, fabriquer, consommer, jeter, en appelant à une consommation sobre, ça renvoie à la frugalité évoquée par Diana, et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires. Donc ça, c'est déjà, on consomme différemment. Ainsi que, par ordre de priorité, là, ça renvoie au droit des déchets qui existe depuis 1975, rien de nouveau, ainsi que par ordre de priorité à la prévention de la production des déchets, donc moins de déchets, notamment par le réemploi des produits. Donc et nous verrons que dans le domaine de la construction, le réemploi est très important, donc on est sur cette notion de réemploi de produits. Et si on n'est pas dans du réemploi de produits, mais si nous avons un déchet, alors on suit la hiérarchie des modes de traitement de déchets par une réutilisation, donc je réutilise des déchets, à un recyclage ou à défaut à une valorisation de déchets. Donc avec cette définition-là de 2015, chez Auré, on a l'habitude de marteler régulièrement depuis toujours que l'économie circulaire, ce n'est pas que la gestion des déchets, et surtout pas. L'économie circulaire, c'est d'abord produire et consommer différemment. Produire en étant dans la frugalité, dans la sobriété, dans l'analyse de cycle de vie des produits, dans une réflexion où je sais quel est le matériau que je vais utiliser. Donc, c'est d'abord l'amont, l'économie circulaire, la production différente et la consommation différente. Et là, ça renvoie à l'économie de la fonctionnalité, par exemple. Je n'achète pas un bien parce que ce n'est pas la possession du bien qui m'intéresse, mais c'est la fonction du bien du produit, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Je consomme différemment parce que mon achat il est fléché vers des biens qui ont été produits de façon plus responsable. Donc, l'économie circulaire, chez Auré, on dit c'est d'abord produire, consommer différemment. Ensuite, deuxième entrée, c'est bien sûr gérer les déchets avec la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le territoire, une entrée territoriale avec l'écologie industrielle et territoriale, où là, un territoire, une ZAC ou un écosystème territorial est pensé dans un mode intelligent, avec des synergies entre les bâtiments, ce qui peut totalement s'appliquer, bien sûr, à la logistique. Sur l'OIT, je vous renvoie à une plateforme qui s'appelle Ellipse, où nous avons des témoignages de démarches d'écologie industrielle et territoriale. Slide suivante, vous allez le voir à travers une infographie qui émane du site du ministère de l'écologie. Donc, vous avez à gauche le tout jetable, qui était le modèle économique classique. J'extrais des matières premières, je fabrique, peu importe, au coût le plus intéressant, le plus bas, je consomme et après, une fois que j'ai consommé, je jette. Bien ça, c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. On passe de ce mode d'économie linéaire à un mode plus vertueux, avec une gestion durable des ressources, dans l'extraction, dans une exploitation raisonnée. Donc, ça renvoie à une réflexion sur l'éco-conception d'un produit. C'est mieux concevoir les produits pour les rendre plus durables, incorporer plus de matières recyclées, réfléchir dans le réemploi pour dans le domaine du bâtiment. Derrière, une consommation responsable, je l'évoquais, le fléchage,
pour allonger la durée de vie du produit. Ça, c'est un point très important dans le domaine de la logistique parce que nous le verrons, ça crée des nouveaux marchés. Ça veut dire quoi, allonger la durée de vie des produits? C'est réparer, réutiliser, réemployer, mais arrêter le jetable. Ça renvoie au développement des ressourceries qui commencent à éclore et qui sont très clairement et très fortement incitées dans la loi économie circulaire. Et puis derrière, une fois qu'on a terminé d'allonger la durée de vie du produit, ben, on a des déchets qu'on va trier, qu'on va recycler pour leur donner une nouvelle vie. Slide suivante. Donc là, si vous retenez l'infographie que je viens de vous montrer, vous avez tout compris. Donc depuis 2015, nous avons la définition de l'économie circulaire, ce qui signifie que le concept d'économie circulaire existait bien avant. C'est du bon sens, l'économie circulaire, c'est tout. Alors la loi, nous avons une loi dite anti-gaspillage pour une économie circulaire, AGEC. Elle a une genèse qui remonte à 2017 dans les réflexions politiques avec la feuille de route économie circulaire, la FREC, qui avait été lancée le 24 octobre 2017. Nous avions participé à toutes les réflexions menées par le ministère de l'écologie au sein de Oré pour bâtir cette FREC. Sur le site du ministère de l'écologie, vous avez un document FREC. Nous avons les 3 entrées: produire différemment, consommer différemment, gérer les déchets, être sur le territoire. Enfin, les 4 entrées, pardon. De cette FREC a été publié en avril 2018 un petit document intitulé « 50 mesures pour une économie 100% circulaire », très ambitieux. Et dans cette publication, il y a la réflexion, dans la genèse de la loi, d'intégrer 3 volets. Donc la loi, ce n'est pas que la conséquence de la feuille de route économie circulaire, parce qu'il y a eu des réflexions, vous verrez qu'elle a fortement enflé cette loi. 3 volets. 1, intégrer les 50 mesures de la feuille de route économie circulaire, qui ont été publiées en avril 2018. 2, on en a profité pour intégrer la stratégie européenne sur les matières plastiques, avec Stop au tout plastique. Et 3, la loi économie circulaire en a également profité pour dire qu'à travers cette loi, nous allons transposer le paquet économie circulaire de l'Union européenne du 14 juin 2018, à savoir 4 directives dédiées à l'économie circulaire, qui ont été transposées grâce à la loi économie circulaire qui a permis au gouvernement à prendre une ordonnance de transposition. Slide suivante. Donc, quels sont les objectifs de la loi? C'est clairement, je le disais en introduction, inciter à une prise de conscience collective de la nécessité impérieuse de transformer le modèle économique, encourager de nouveaux modes de production et de consommation, revoir les enjeux déchets plastiques, REP, c'est responsabilité élargie des producteurs, suite à un rapport de M. Vanier, et prendre en compte les enjeux liés à l'écologie industrielle et territoriale, à l'économie de la fonctionnalité, au renforcement de la lutte contre l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, vous savez, c'est dans 2 ans, la machine à laver, elle tombe en panne parce que la petite pièce clé va tomber en panne, elle va se casser. Donc ça, c'est terminé, c'est interdit, c'est même puni pénalement depuis quelques années, mais ce n'est pas mis en œuvre. Donc la loi AGEC a renforcé. C'est également inciter à la réparabilité, à la durabilité, au réemploi, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc une loi qui est très vaste, hein, de la production à la consommation, aux déchets, au territoire. Slide suivante. Titre. Donc, quand on est face à une loi, on peut être un petit peu perdu. Rassurez-vous, la loi, elle est quand même séquencée avec des grands titres et selon vos souhaits, allez directement au titre qui vous intéresse. Donc, titre 1, les objectifs généraux de gestion et prévention de la production des déchets. Titre 2, centré consommateur, avec le code de la consommation qui est modifié. Titre 3, favoriser le réemploi, la réutilisation, l'économie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage. 4, les producteurs, avec toute la refonte de ce qu'on appelle la REP. 5, très orienté collectivités locales pour les aider à lutter contre les dépôts sauvages avec un décret qui vient d'être publié. Et 6, c'est un petit peu le titre classique voiture-balai, fourre-tout. Slide suivante. Alors, je vous le disais,
Au départ, lorsque le projet de loi a été porté par le gouvernement à la suite des 50 mesures issues de la feuille de route économie circulaire, nous n'avions que 13 articles. Donc on se dit, tiens, j'étais assez contente en tant qu'avocate, une loi ramassée, efficace, avec des objectifs clairs et précis. Et donc, je m'attendais à ce qu'il y ait une dizaine de décrets, grand maximum, voire entre 5 et 8. Avec les amendements, les navettes, les lobbies, les demandes des uns et des autres, nous sommes passés à 130 articles. De 13 articles au départ, avec une loi ramassée, cohérente, nous avons aujourd'hui une loi composée de 130 articles et donc, bien sûr, près de 115 décrets d'application requis. Aujourd'hui, il n'y en a que 5 d'adoptés. Si nous regardons le dossier législatif, il y en a près de 60 qui devraient être adoptés avant le 31 décembre de cette année. Ils arrivent petit à petit. Donc, s'il y a des dispositions de la loi qui nécessitent un décret d'application pour être totalement opérationnel, surveillez le site Légifrance. Tous les jours, des décrets sont publiés. Et dans le domaine de l'économie circulaire, là, c'est en train de tomber, comme on dit. Les décrets adoptés ne nous intéressent pas trop pour l'instant. Taxe sur les invendus, donc les invendus alimentaires, médiation entre éco-organismes en charge des REP, les dons, une commission interfilière des REP pour arbitrage, et puis le décret de novembre sur la REP. Et un autre décret, je l'ai vu hier, donc je n'ai pas actualisé, un décret sur les décharges sauvages. Et puis, je l'invoquais, il y a aussi, grâce à la loi, la possibilité qui avait été donnée au gouvernement de transposer le paquet économie circulaire par voie d'ordonnance. Donc, quand c'est une ordonnance, cela signifie qu'il n'y a pas de navette parlementaire, donc ça va plus vite. Et puis, on n'a pas un texte qui passe de 13 articles à 130. Cette ordonnance a été publiée en juillet 2020, et c'est plutôt cette ordonnance-là qui va nous intéresser dans le domaine de la logistique. Ordonnance très importante, 29 juillet 2020, qui amène des nouveautés importantes dans le domaine de la déconstruction, du tri, du remblayage, avec un nouvel article dans le Code de l'environnement, dans la partie déchets, l'article 541.1.1. Et puis, une simplification, ça c'est très important pour tout ce qui est notamment gestion des terres excavées, une simplification de la sortie du statut de déchets, avec un nouvel article 541.4.3 du Code de l'environnement, un projet de décret, un projet d'arrêté en discussion. Je signale pour ceux qui sont dans la gestion de terres excavées, il y a cette notion que l'on connaît en technique des 30 km. Donc, a priori, des terres excavées qui resteraient dans le rayon de 30 km autour de leur site d'excavation, même s'ils sortent de ce site d'excavation, ne seront pas juridiquement qualifiés de déchets. Ça, c'est très intéressant et très important. Slide suivante. Alors, cette loi AGEC, des nouvelles contraintes, oui, on peut le voir ainsi, parce qu'il faut mieux produire, donc mieux produire ses entrepôts, il faut réduire ses déchets, il faut s'inscrire dans des démarches dites de métabolisme urbain, où on est dans un écosystème intelligent. Donc, ça implique quoi? Ça implique, au niveau de la déconstruction, un diagnostic ressources qui était fait, mais là, c'est renforcé. Une meilleure gestion des terres excavées pour essayer de trouver des filières d'évacuation, de recyclage, de réemploi des terres excavées. Un enjeu sur le réemploi, dans le cadre de la déconstruction, comment réemployer mon bâti de fenêtres dans un nouveau bâtiment, avec toutes les questions sous-jacentes sur l'assurabilité des matériaux réemployés. Très clairement aujourd'hui, mais peut-être que ça sera évoqué après, on est plutôt dans du réemploi de matériaux de déconstruction, béton, briques, concassés, puis on en fait autre chose. Développement de zones de mutualisation de la gestion des déchets de plusieurs entrepôts. Ça peut être quelque chose qui est incité dans le cadre de l'écologie industrielle territoriale, qui permet de constituer des gisements unifiés de déchets avec une masse et un volume critique qui, derrière, est susceptible de créer une filière pour ce type de déchets-là. Donc ça, c'est une réflexion à avoir. Et puis le backhaul qui consiste à organiser, planifier les transports pour des cargaisons aller-retour, pas qu'une cargaison à l'aller soit pleine et au retour vide. Donc ça se développe déjà depuis quelques années et c'est incité.
Alors, de nouvelles contraintes, oui, peut-être, nous verrons ce qu'en pensent nos intervenants, mais surtout, slide suivante, de nouveaux marchés. Donc, je vous les soumets. Ça, c'est une réflexion croisée en droit et puis au regard des travaux que nous menons chez Auré. Nous pensons que la loi AGEC appliquée à la logistique crée de nouveaux marchés. Pourquoi? Parce que je vous l'ai indiqué précédemment, cette loi incite à la réparabilité et au réemploi. Donc, il y a, et vous comprenez bien, des produits qui restent en circulation plus longtemps, avec des potentiels besoins de stockage de ces produits avant qu'ils ne soient réparés, réemployés, etc. Deuxièmement, il y a une obligation ou une incitation. Chez Nespresso, le programme Take Back, c'est une incitation, il n'y a pas d'obligation à renvoyer ces capsules pour que l'aluminium soit refondu, le marc de café traité en engrais pour les jardins. Donc, obligation, incitation de retour des produits en fin de vie. Donc là encore, les produits retour ont besoin d'être stockés, ce qu'on appelle la logistique des retours. Et puis enfin, tout ce qui est recyclage des déchets. Le recyclage des déchets nécessite des zones d'entreposage, avec de stockage, avec des zones de tri, de nettoyage, de démontage, de valorisation, de reconditionnement, d'expédition pour revente. C'est tout ce qu'on appelle l'urban mining, donc des mines urbaines avec les déchets qui ont leur valeur, mais qui doivent être récupérés, stockés, démantelés, triés, etc., pour leur donner cette seconde vie, cette valorisation. Et pour certains déchets, là où je considère qu'il y a une opportunité aussi pour la logistique de s'inscrire dans cette dynamique vertueuse d'économie circulaire, c'est qu'il peut y avoir des nécessités d'entrepôt plus. Quand je dis plus, c'est sécuriser plus, avec une technologie de repérage des produits défectueux pour qu'il n'y ait pas des produits défectueux que l'on tente de réemployer inutilement, des technologies de suppression des données personnelles, très important, des technologies et de la sécurisation d'accès au site. Chez Auré, nous avons monté avec des adhérents une filière de recyclage des vêtements professionnels. Il y a la Poste, ministère des Armées, la Ville de Paris, la SNCF, l'école de ski français, j'en oublie, pardon pour ceux que j'oublie. Donc, des vêtements professionnels qui sont sensibles, parce que vous comprenez bien que des vêtements professionnels de l'armée, de la Poste, avec étiqueté Poste, Armée, SNCF, permettent d'accéder à des zones sensibles. Donc, l'entrepôt qui aujourd'hui stocke tous ces vêtements professionnels en vue de leur valorisation, c'est un entrepôt qui est hautement sécurisé pour des raisons que vous comprenez. Donc voilà, de nouveaux marchés et slide final, je pense, me concernant, pour aller plus loin. Alors, pour aller plus loin, en droit, j'entends. Vous avez un rapport d'information qui a été déposé à l'Assemblée nationale par mesdames Kerbar et Panot, le 30 septembre 2020, qui décrit un petit peu, de façon très simple, très claire, pas sans jargon juridique, où nous en sommes de la loi économie circulaire, quels sont les décrets attendus, et pourquoi du retard. Donc, je vous incite à consulter ce rapport d'information qui est vraiment très intéressant. Pour ceux qui veulent faire plus de droit, nous avons sorti le cabinet, un numéro spécial de la revue Droit de l'environnement en mars 2020, qui porte une radiographie totale de la loi économie circulaire, aussi bien dans les aspects environnementaux que droit de la consommation, concurrence et autres aspects. Voilà, slide suivante. Bah, c'est juste pour vous présenter le cabinet, j'ai oublié. Le cabinet DS, 25 bureaux dans le monde, 300 avocats, présents sur 4 continents, 4 pôles, un pôle immobilier, commerce, société internationale. Slide d'après, je crois que c'est la carte, voilà la carte d'implantation d'EDS Avocats. Et slide suivante, bon, voilà, on a des prix, on est content. Et slide d'après, c'est la slide des contacts. Je crois que c'est terminé pour ce qui est. Voilà, merci de votre attention. Donc, c'est un panorama qui était relativement rapide, parce que j'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps. J'espère que cela a éclairé en droit ce qu'on met derrière le vocable économie circulaire. Et donc, je passe la parole pour le regard d'un développeur
de deux développeurs des bâtiments logistiques, Laurent Seven et Laurent Charrier. Je vous passe la main. Merci beaucoup pour votre présence. À vous. Pardon, pour les questions, pour les, alors, Laurent, avant que je ne vous passe la parole, je regarde s'il y a des questions dans le chat juridique en droit. Il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été clair, c'est parfait. Laurent, vous avez la parole, je vous passe la main. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention qui a éclairé notre lanterne, justement, et mois pour mois, notamment sur l'historique de l'économie circulaire. Je ne l'imaginais pas, on entend parler effectivement depuis un an ou deux, mais je n'imaginais pas qu'on avait déjà un arriéré, enfin, un backstage de au moins 5 ans. Donc, nous, on va maintenant exposer notre vision et surtout principalement notre implication dans cette économie circulaire par le biais de chantiers circulaires. Donc, j'avais prévu de vous parler de deux sujets et je ne vous cache pas que j'étais un peu pris de court pour un des deux sujets. Donc, j'ai un peu orienté, voire totalement orienté la présentation sur un chantier qui est en cours et non pas un chantier terminé. Et notamment parce que on a bien les chiffres en tête, forcément nous sommes carrément plongés dedans. Mais je vous ferai une légère aparté à la fin en transition avec Yann sur l'autre chantier qui lui a une implication plus architecturale et donc ça sera un vrai sujet de transition. Donc là on va vous parler d'un chantier que nous avons, une opération qu'un chantier sur la commune de Corba. Corba est un périurbain lyonnais. Pour les Parisiens, c'est comme si on était, je ne sais pas moi, un peu au-delà de Bagnolet, mais pas très loin, quoi, dans ces eaux-là. Ce que je vous propose de faire, donc j'ai préparé une vidéo qui présente l'ensemble de cette opération. Et à la suite de ça, on interviendra pour vous expliquer aussi pour vous expliquer ce qui nous a motivés à lancer cette opération, pourquoi partir de ce début-là, mais je vous en parlerai à la fin. Donc, si ça convient à tout le monde, et si j'ai la main, je vais partager mon écran. Hop. Du coup, pour les bandes passantes, je me mettrai après ma vidéo, peut-être que c'est conseillé. Il est là. Oui, il est là, mais alors on va faire comme ça. Je vais partager ça. Donc là, c'est pas ça que vous devez voir, c'est ça. Tout le monde, vous me dites quand vous voyez les... Oui, nous voyons DCB Logistics. Voilà, il se trouve que c'est nous. Parfait, oui. Vous n'êtes pas présenté d'ailleurs? Je le ferai tout de suite après. Très bien.
Donc, alors, j'espère que vous avez pu bien voir cette vidéo. Très bien, c'est impeccable. Merci, très clair. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer déjà par les motivations de ce choix de site. Alors, il y en a plusieurs. Il y a une réalité déjà liée à la pénurie de foncier. Ça, c'est déjà un premier point quand on va aller chercher notamment des fonciers dans des endroits dits prime pour des développements d'opérations liés notamment à la distribution du dernier kilomètre, à la distribution de biens à la personne. On est totalement d'actualité. Et puis, en plus, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'économie circulaire, mais il y a un autre point dont on parle beaucoup, c'est la non... Alors, j'ai toujours du mal à le dire, celui-là. La non-artificialisation des sols. Donc, pour ce faire, il faut aller chercher quelque chose qui existe déjà, mais qui est donc rendu obsolète par diverses raisons, et notamment à son âge. On est allé acheter un site qui avait été fait par et pour par Calor, et la construction a été faite en 1969. Donc, c'est-à-dire que ça, je vous laisserai calculer, ça n'a qu'un an de moins que moi. Donc, ça commence à ternir au niveau des cheveux. Donc, c'est vrai que aller éviter cette artificialisation, c'était pour nous déjà quelque chose de bien. Récupérer une localisation prime, c'est encore mieux. Et puis après, pourquoi partir sur une gestion de chantier circulaire? Alors, on ne s'était pas posé la question exactement dans ces termes-là, mais on avait imaginé dès le départ pouvoir développer une messagerie d'une surface importante, puisque le produit que nous sortons, le chantier est en cours. La messagerie va faire 13 500 mètres carrés de quai, donc c'est quand même déjà un assez joli bébé. Et donc, nous sommes en attente, mais on est déjà quasiment certain, et là Laurent pourra, je pense, le confirmer, nous sommes en attente de la confirmation de la certification BREEAM niveau Excellent. Et pour ça, bien évidemment, il faut que ça se fasse depuis le début, ce n'est pas que la construction. Et ce n'est pas que mettre du panneau photovoltaïque, c'est avoir une gestion totalement éco-responsable dès l'origine. Que va-t-on faire de tel ou tel matériau? Et en plus, comme vous avez pu le remarquer, il y a des impacts qu'on n'avait même pas imaginés à l'origine, du moins moi, c'est le fait de réutiliser énormément de matériaux, notamment les bétons et enrobés, pour notre futur chantier. Ben, ça permet d'éviter d'avoir des circulations de poids lourds sur les routes. Donc, on a eu un impact carbone forcément nettement moindre. Et donc, tout ceci vient s'insérer dans cette gestion éco-responsable qui a d'ailleurs beaucoup plu aux élus de la commune de Corba. Et en même temps, nous, ça nous plaît bien. Et ensuite, donc bien évidemment, un site comme ça, c'est très bien de l'imaginer, c'est très bien de le développer. Mais après, nous sommes promoteurs. Je vous expliquerai un peu après qui nous sommes, et nous n'avons à ce jour pas vocation, d'une part, alors pas du tout à utiliser nos sites, mais on va chercher des utilisateurs, et puis on n'a pas vocation pour le moment particulièrement à les conserver. Donc il nous faut des acquéreurs, qu'ils soient utilisateurs acquéreurs, utilisateurs propriétaires, ou alors des investisseurs. Et donc, il y a la motivation, bien évidemment, pour eux d'avoir un bâtiment qui fonctionne bien, ça c'est très clairement pour les utilisateurs, mais malgré tout, un utilisateur a toujours in fine des clients et aussi des sensibilités de plus en plus exacerbées liées à l'écologie, du moins à l'intégration environnementale et l'abaissement de cet impact négatif sur l'écologie que sont entre autres les chantiers. À ce titre-là, je tiens à préciser quand même que nous sommes, nous, filière logistique, très fiers d'avoir quand même des bâtiments qui sont parmi les plus éco-responsables. La typologie de bâtiments s'y prête et les acteurs aujourd'hui deviennent de plus en plus sensibles à ça. Et donc, ce qui fait que nous avons lancé cette opération. Là, je vais parler d'un enseignement pour nous qui a été vraiment extra. On l'a lancé vraiment avec cet objectif d'obtenir une certification environnementale BREEAM niveau Excellent, et pas seulement pour une feuille de papier, mais parce que c'est réel et sérieux, avec Laurent Charrier, lors de l'élaboration du projet, a missionné un écologue
pour qu'on puisse avoir des essences très particulières qui puissent servir, entre autres, c'est clair, on va installer des ruches, donc il faut que les petites bêtes puissent butiner des choses qui sont sympas, mais il faut en plus qu'on puisse avoir de la verdure, des plantes, des arbres, des arbustes qui soient adaptés à la région et qui permettent notamment de ne pas avoir à mettre en place des systèmes typiquement d'arrosage automatique, qui sont totalement énergivores, et c'est à contre-courant de l'écologie, à mon sens. Et donc tout ça, on a été contents, ça a beaucoup plu à l'investisseur que nous avions pressenti, ce qui fait que nous avons vendu investisseur ce site-là avant le démarrage des travaux, alors que de toute façon, nous avions pris l'option de démarrer ce chantier dit en blanc, sans locataire, et in fine, non seulement nous l'avons vendu, mais en plus, nous l'avons loué avant le démarrage des travaux aussi à un très grand groupe de distribution qui a été particulièrement sensible justement à notre implication environnementale. Et donc, lorsqu'on leur a parlé de ça, là, les chantiers circulaires, qui s'intégraient dans les chartes environnementales, et ça n'a pas tout fait, bien sûr. Il y a des facteurs économiques importants, et donc des négociations, bien sûr. Il y a le mode de fonctionnement, donc le bon montage du bâtiment, sa bonne adaptation architecturale, technique. Laurent est complètement en collaboration avec les équipes techniques et opérationnelles du client utilisateur et de notre investisseur. Mais c'est vrai que ça a été un point énorme et on nous en parle encore. Je pense que ça nous fait plaisir et a priori, ils vont nous en parler tout le long du chantier. Et donc, ce bâtiment-là, alors, je vous ferai passer avec plaisir par la suite un document qui montrera aussi la réalisation, parce que là, on en est au niveau des fondations et de la charpente. Donc, il m'a paru prématuré de vous montrer ça, parce que parmi cette belle assemblée, beaucoup de gens savent ce que c'est une charpente. Mais après, c'est voir le fonctionnement global du bâtiment. Donc, typiquement, le fait de nous avoir aidés à pouvoir commercialiser ce bâtiment auquel on croyait, ce projet, je suis persuadé, et nous sommes intimement persuadés, que cette bonne gestion d'économie circulaire nous a énormément accompagnés. Et donc, nous allons continuer dans la lignée pour ce genre de choses. Donc ça, c'était vraiment pour ce chantier. Et après, donc, si vous avez des questions, bien évidemment, nous serons à votre disposition. Donc, pour revenir à la présentation de qui nous sommes, donc DCB Logistics, nous sommes, comme vous l'entendez, une société de promotion immobilière dédiée nous sommes pure player en logistique messagerie, voire de l'industrie lourde, très technique. Mais vraiment, le principal de notre métier, c'est ça. Nous sommes 3 associés, et dont un associé qui est le groupe DCB International, qui lui est aussi un promoteur, mais promoteur dédié au tertiaire. Et nous avons donc très attaché aussi à cet aspect environnemental et architectural, le bien-être de la personne, et notamment, donc, il y a un des bâtiments de DCB International qui a été primé au CIMI, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, le Linux, qui est le siège de Danone Blédina sur la commune de Limonest, donc en environnement direct de Lyon. Et donc, nous, en logistique, c'était agréable parce que pouvoir convaincre notre ami et associé Didier Codarbreil que nous, on voulait faire la même chose sur la logistique, avoir quelque chose de très environnemental et architectural, ça ne l'a absolument pas choqué. Donc, quitte à parfois, alors on ne va pas pleurer, mais s'il faut dégrader légèrement l'économie. Grégoire, me concernant, il y a un arrêt. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Par rapport au bâtiment, je ne vous ai pas présenté l'autre bâtiment c'est une construction à 30 000 mètres carrés en température dirigée que nous avons construite pour la société STEP. Et là, on a eu un très gros travail justement sur l'aspect architectural, son impact visuel vis-à-vis du voisinage d'habitation. Et donc ça,
à l'occasion, je vous parlerai de ça, mais en plus, ça permettra aussi de faire une transition, puisque donc il y a notre ami Yann qui va intervenir après, sur l'énorme accompagnement de nos amis architectes pour cette intégration, l'intégration architecturale, mais ce n'est pas que nos architectes ne font pas que du visuel, hein, c'est vraiment du fonctionnement et de cette intégration écologique. Donc voilà ce que nous avions à dire. Laurent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je crois que la présentation était complète. Je vais juste interpeller sur le fait qu'on ait une certification. On n'entend pas bien Laurent. Oui, Plus pardon. fort. Donc, Laurent m'interpellait tout à l'heure sur le fait qu'on ait bien une certification BREEAM niveau excellente. Donc, oui, ça sera bien le cas. On est en mesure de vous dire que cet objectif sera atteint au regard de l'avancement des travaux, des études sur ce projet. Peut-être pour revenir sur ce que disait Laurent, effectivement, juste pour se donner quelques chiffres complémentaires, le fait d'avoir eu recours à un chantier avec une économie circulaire, ça a permis d'éviter d'avoir 500 camions sur les routes de la région lyonnaise, bon, qui ne connaît pas les affres de la région parisienne en termes de circulation, mais qui est quand même, on va dire, bien chargé. Donc ça, je pense que ça participe à notre bien-être à tous. Et effectivement, cette certification BREEAM niveau Excellent, ça a été en plus un écho chez notre investisseur et chez notre client, parce qu'au-delà d'une valeur vénale qui est certaine pour un promoteur, c'est aussi une dimension sociale que beaucoup de nos utilisateurs, beaucoup de nos utilisateurs sont de plus en plus sensibles. Donc ça s'intégrait vraiment dans cette logique et dans cette dynamique. Peut-être pour répondre à une question qui a été posée sur l'organisation de ce projet en économie circulaire, en fait, l'enjeu, comme la décision a été prise depuis le premier jour, quand j'ai le premier jour où le projet a été imaginé avant même que le permis de construire soit déposé, c'était en fait assez simple de la mettre en œuvre, puisque une fois le choix fait, l'ensemble des intervenants des différents bureaux d'études, certificateurs et autres étaient de suite impliqués sur cette opération. Et donc, les objectifs ont été établis très rapidement et le projet a pu être géré très simplement. Voilà. Donc, en deux mots, une bonne organisation d'un projet pour un projet qui se veut être une économie circulaire, ça n'a rien de sorcier, si ce n'est que d'avoir les bons intervenants au bon moment. Voilà. Très bien, très clair. Merci beaucoup. C'est un très bel exemple. Je retiens, j'ai bien aimé. On a été content et ça nous fait plaisir. Donc, c'est pas anodin d'avoir spontanément ces réflexions et ces sourires, de se dire, là, on a fait un entrepôt, mais pas que. C'était pas qu'un entrepôt, c'était quelque chose qui ressortait de vos présentations, de vos explications, un peu d'intelligence globale où on sort des silos et ça répond à une attente de la société et maintenant des investisseurs. Nous ne sommes pas, on est une quarantaine. S'il y en a qui veulent poser des questions à l'oral, donc M. Org, on a apporté réponse à votre question sur la durée de préparation de ce dossier. Donc, c'était la même durée, puisque comme vous l'avez dit, Laurent, c'était pensé dès le début. S'il n'y a pas, n'hésitez pas à lever la main, ou je ne vois pas de main levée, ou à prendre la parole. S'il y a d'autres questions pratico-pratiques, on est vraiment dans un retour d'expérience. Sinon, nous pouvons continuer avec le regard de l'architecte et puis nous prendrons avec cette vue d'ensemble toutes les questions. Merci, c'était vraiment très, très intéressant et surtout, encore une fois, de voir les effets vertueux de cette démarche dès le premier jour d'économie circulaire. Les rotations de camions, c'est vrai qu'on n'y pense pas et c'est important. C'est vraiment important, ça fait plaisir au voisinage, ça fait sortir de la logistique de la vision avec des camions qui vont, qui viennent, alors encore plus en mode construction. Moi, j'avais une question. Donc, au cas d'espèce, vous l'avez démoli pour reconstruire. La rénovation n'était absolument pas envisageable par rapport au projet? En fait, Laurent l'a dit, le bâtiment, les premières tranches avaient été construites en 1970. Donc, c'était un bâtiment qui était totalement inadapté en termes d'aménagement, de protection vis-à-vis du feu. Enfin, il ne répondait plus aux règles actuelles.
Donc, ça coûtait plus cher de le rénover que de le raser et reconstruire largement. Alors, ça va même Ouais. au-delà de ça. En plus, bon, c'est un bâtiment qui avait déjà été rénové plusieurs fois. Il est passé de main en main avec cette vision de mettre un petit peu un pansement sur une jambe de bois. Ouais. Indépendamment du coût d'une éventuelle rénovation, c'est que de toute façon, ce serait resté un bâtiment totalement énergivore. Parce que là, la carcasse en elle-même n'était pas du tout pensée pour de l'économie d'énergie, encore moins pour de la production. Donc, l'ensemble des réseaux n'était absolument pas adapté. Il y avait une diversité de produits avec, pour certains, vous doutez, quelques présences d'amiante qu'il a fallu bien évidemment traiter. Et c'est clair qu'au-delà de la réglementation, de se dire, ben, si on ne touche pas à l'amiante et qu'on l'isole, on n'est pas obligé de l'enlever, je reste persuadé que ça va évoluer, cette idée-là, quand même. On est quand même plutôt satisfait d'avoir un bâtiment qui, lui, est propre, non énergivore par rapport à ce qui existait. Et puis après, il y a aussi un troisième aspect, c'est que le bâtiment était physiquement pas beau, intérieur comme extérieur. Donc à l'extérieur, pour la commune, c'est pas beau. Et pour les utilisateurs, c'est jamais sympa d'aller sur un lieu de travail qui est. C'est pas Zola, mais enfin bon, c'est pas agréable, quoi. Oui, très bien. Merci. Ben, ça fait une très bonne transition. On parlait d'esthétique pour passer la parole à l'architecte. Yann, vous avez la parole. Donc, ce sera un exposé oral de retour d'expérience. N'attendez pas des slides, je le dis aux participants. Hein. Les webinaires, ce n'est pas que des projections de slides. Il y a encore aussi le vivant et l'humain qui est très important. Yann, vous avez la parole. Merci. Merci Patricia. Bonjour à tous. Mais écoutez, on va faire un enchaînement après ce que Patricia nous a évoqué, ce que les Laurent nous ont évoqué aussi. Et on va peut-être se poser 2 secondes. Mon rôle d'architecte, d'urbaniste, je suis président du groupe Franc qui fait depuis 1976 des bâtiments surtout à vocation industrielle, logistique et auparavant des usines. Alors, je vais parler des usines parce qu'aujourd'hui, il faut peut-être qu'on se pose 2 secondes tous ensemble et qu'on se pose la question d'où on vient. Voilà. D'où on vient, là, on est dans le détail d'une loi, dans le détail d'un bâtiment, mais notre activité logistique vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? On est tous nés d'une révolution industrielle au 19e siècle qui a été pervertie par 2, voire 3 grosses guerres qui ont complètement et fondamentalement changé cette période qui était plutôt une période d'activité agriculture, agraire, pour devenir une période industrielle avec l'invention de nouveaux matériaux, l'utilisation de nouveaux matériaux, et puis aussi une période d'après-guerre qui a été catastrophique. Je crois que nos anciens, enfin nos proches parents, ont une responsabilité dramatique dans cet effet du baby-boom, des 30 glorieuses, où il y a eu une surabondance d'utilisation de matériaux, d'invention de matériaux de synthèse, et de penser que tout était puisable et inépuisable. Aujourd'hui, on le voit bien, d'ailleurs ça a été dit juste avant, on se retrouve devant des mutations économiques, des mutations de production, avec des délocalisations, avec un nouveau paradigme de consommation, pour qu'à la finale, des bâtiments soient avec des terrains de véritables verrues. Oui, des verrues. J'ai audité beaucoup de sites, des sites de production industrielle, de production de véhicules qui ont été délocalisés pour se poser d'abord et avant tout à la première question, au regard de la raréfaction des fonciers, qu'est-ce que je peux faire sur ce site? Parce que, on va se le dire, l'architecte est un peu au milieu de tous les tirs des canons, c'est-à-dire qu'on est devant je vais le dire avec un petit peu d'humour, la rapacité de l'investisseur promoteur qui, en même temps, pourrait parfois valoriser la carte de la sagesse du green marketing, d'élus qui parfois ne comprennent pas grand-chose mais veulent absolument valoriser ce green marketing aussi,
et puis de foncier qui sont rares. Donc, je me retrouve devant des usines avec une question, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux recycler, et je rentre tout de suite dans le détail. Bon, le détail fait qu'à la finale, on se rend compte que l'économie circulaire qui s'oppose à l'économie linéaire, puisque l'économie linéaire, ça a été très bien dit, c'est extraire, fabriquer, consommer, jeter. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une transition douce. Cette transition douce, on ne peut pas la faire quand on est devant un site où on se rend compte que l'économie du projet fait qu'il vaut mieux tout détruire et recommencer à zéro. Bon, alors on va tout détruire, on va recommencer à zéro, on va essayer de recycler des matériaux, on va faire de la granulométrie sur du dallage, sur du béton, on va recycler des aciers. Et finalement, on va faire des petites touches comme ça, ponctuelles, d'adaptation, sans réfléchir au fondement vraiment nécessaire. Quand je dis changer d'un paradigme, il faut vraiment changer de paradigme de pensée. Avant de penser à réfléchir à recycler du matériau, à se contraindre dans des réglementations, il faudrait déjà penser dans la conception d'un bâtiment et dans son économie à se dire quelle est sa réversibilité, avant même de le détruire et de le recycler. Aujourd'hui, on le voit bien. Des bâtiments ont été construits en logement, ce sont devenus des bureaux. Des bureaux ont été construits, ce sont devenus des logements. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les entrepôts. Alors, un entrepôt, c'est quoi? Un entrepôt, on va prendre un 60 000 m², un entrepôt avec 10 mètres libres, c'est à peu près 600 000 m3, 60 000 m3, 600 000 m3, 6 millions de mètres cubes, on va voir selon les tailles. Finalement, un entrepôt, c'est du vide. C'est une grosse masse de vide avec, en revanche, une utilisation de foncière qui est très consommatrice. C'est-à-dire que pour faire un 50 000 m², il faut à peu près 100 000 m² de terrain. Donc, la première pensée de l'économie circulaire, c'est de dire que nous affectons le territoire avec une raréfaction des fonciers et une procédure de non-artificialisation qui va être vraiment appliquée, et en plus d'être un peu le mauvais canard, alors que si on se rend compte que la logistique représente qu'1% de consommation de foncier, c'est plutôt le pavillonnaire qui représente beaucoup de consommation de foncier. Je fais une petite parenthèse, on ne va absolument pas consommer du foncier, ne pas artificialiser. Le Covid nous l'a montré, tout le monde veut se partir des pôles urbains pour finalement aller consommer du foncier, et on ne pourra pas construire du pavillon, mais on va construire des immeubles en périphérie. Bon, bref, c'est un non-sens. Donc, je reviens sur mon bâtiment. Mon bâtiment, c'est du vide. Alors, moi, je suis architecte. On va me dire, Yann, qu'est-ce qui se passe sur ce bâtiment? Sois vertueux. Ok, sois vertueux. Je regarde qu'est-ce qui peut être recyclé, qu'est-ce qui peut être intelligent. On va déjà voir un terrain qui est très grand, je pense, avant, pendant et après. Après, qu'est-ce que ça pourra devenir d'utiliser 2 fois la surface de terrain pour un bâtiment d'une surface donnée? Ce n'est pas neutre. On parle d'un problème de densité. Donc, peut-être que l'avenir, dans une économie circulaire, c'est de faire de l'entrepôt en étage, de travailler sur la densité. Après, je travaille sur des réseaux, des choses qu'on ne voit pas, mais qui peuvent potentiellement, quand on se les récupère d'avance, sont d'ailleurs amiantés, ou aujourd'hui sont un vrai projet de construction. Les réseaux d'un bâtiment logistique, c'est un vrai coût. Les VRD, c'est un vrai coût. On génère beaucoup de surface étanchée et de fait de récupération d'eau pluviale, voire d'eau usée selon l'activité des bâtiments. Donc, tout ce qui se passe dans le sol aussi, c'est important, y compris des massifs surdimensionnés pour avoir des portées et avoir des descentes de charges importantes. Donc, c'est un trésor enterré, ces réseaux. Ils sont déjà là présents. Pareil pour ces massifs. Ensuite, on a un dallage. Alors, un dallage qui est aussi largement surdimensionné pour pouvoir accueillir toute fonction au lendemain et au surlendemain, avec une planéité, des capacités de surcharge très intéressantes. Une structure qui est capable aussi de supporter tout et n'importe quoi par la suite, on peut se le dire. Et finalement, à part quelques réseaux qui viennent faire fonctionner ce bâtiment, 5 façades, donc un clos couvert métallique. Donc une fois qu'on s'est dit ça, on se dit qu'aujourd'hui, le potentiel de notre intelligence, c'est de savoir, on devrait faire cet exercice, se dire sur la base d'une structure, d'une trame et d'un comportement d'un bâtiment logistique, savoir en faire quelque chose d'autre.
On pourrait très bien dire que sur un bâtiment qui fait, on va dire, 12 mètres, ou on va même dire 10 mètres de hauteur libre, on pourrait, au lendemain et au surlendemain, le transformer en bâtiment de logement. Alors, c'est complètement fou ce que je vous dis, mais quand on voit une trame de 12-24, une trame de 12-24, c'est pas tellement loin d'une trame de 15 mètres ou d'une trame de 12 mètres de bureau. Tout du moins, même si c'est une bêtise, il faut se poser les questions. Parce qu'autrement, ça n'aurait pas de sens. Si aujourd'hui, notre fonctionnement, notre logistique venait à changer dans les 20 ou 30 ans plus encore, on ne ferait que retrouver le même système actuel, c'est-à-dire de faire des bâtiments qui n'ont d'une durée de vie que le temps d'un bilan de promotion. Alors, je vais insister sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis clairement opposé au green marketing et à toutes ces fantasqueries écologiques si elles n'ont pas de sens, si elles ne sont pas fondées. Nous, on a fait le premier bâtiment logistique HQE, et je peux vous garantir que ce n'était pas par publicité ni par promotion d'idées, c'était juste par conviction. Parce qu'un bâtiment qui fonctionne mieux, un bâtiment qui est environnemental, c'est aussi un confort d'utilisateur, c'est une meilleure productivité. On a fait une usine de cartonnerie à Posson où en mettant de l'éclairage naturel et des vues sur l'extérieur, il y a eu en effet sur l'année suivante à peu près 25% en moins d'absentéisme au travail. Bien. Donc, une transition. On parle d'une transition. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est d'être confronté à la pression d'un promoteur, d'un investisseur, à la pression d'un bilan de promotion, à la pression d'une réglementation qui est à géométrie variable, que ce soit le PLU, que ce soit le code de l'urbanisme dans sa généralité, que ce soit la loi anti-gaspillage d'ailleurs, la réglementation énergie nouvelle. Je pense que parfois, ce n'est pas tellement la réponse qui est mauvaise, c'est la question. Je dois challenger ces questions et essayer toujours de proposer à tous les participants de la construction d'un bâtiment logistique qui a un impact sur le territoire et en économie qui est gigantesque, de challenger cette question. Et je ne veux pas dire à Isoku, mais en tout cas, on doit tous le faire, de dire c'est quoi le bâtiment une fois que s'il est construit en blanc ou alors en gris ou alors s'il a un preneur identifié, c'est quoi ce bâtiment quand le preneur s'en va? C'est quoi ce bâtiment dans 2 générations d'utilisation quand la réglementation aura changé? C'est quoi ce bâtiment le jour où il faudra le démembrer ou peut-être que ce foncier sera nécessaire à faire quelque chose d'autre? On ne va pas se mentir, la logistique a très mauvaise presse. La logistique, comme il a été dit tout à l'heure, génère des poids lourds, génère des choses qui sont fort peu sympathiques, alors que tout le monde en est bien content d'en disposer. Le Covid en a été l'exemple. Je pense que la logistique peut être très vertueuse. Le calcul, certains groupes que je ne citerai pas nous ont fait des études très précises sur les rotations des PL, puisque sur une année, il y avait des rotations de plusieurs millions de PL et une économie de X centaines de milliers de PL faisait une diminution de la consommation de carbone. Alors tout ça, ça se met en équation. Positionner un bâtiment, c'est aussi parfois discuter avec les élus pour essayer d'être intelligent sur son orientation, sur la récupération des eaux, sur éviter d'aller faire des affouillements, des exhaussements qui viendraient générer des perturbations environnementales ou tout du moins des perturbations absconnes sur l'investissement. Il n'y a pas de miracle. L'architecte ne va pas révolutionner toute l'économie circulaire du bâtiment logistique. C'est un effort commun et je crois qu'à l'occasion de ces conférences, c'est un peu aussi à chacun de se prendre en main et de se dire, OK, pour l'architecte, ça sera peut-être 5 ou 10% de travail en plus sans rémunération, mais au moins c'est un investissement pour l'avenir. Peut-être que l'investisseur, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, c'est une légère dégradation du bilan, mais finalement un investissement patrimonial qui sera plus intéressant dans le caractère réversible du bâtiment et dans sa réversibilité absolue, soit en fonction, soit en reconstruction-démolition. Aujourd'hui, on le voit avec des bâtiments métalliques. Je fais une parenthèse. L'antériorité des bâtiments logistiques, c'était des structures métalliques avec des cellules, je crois qu'ils faisaient 10 000 mètres carrés. Il m'est arrivé à beaucoup de reprises
d'auditer ces bâtiments. Et encore une fois, on n'avait pas d'autre choix que de les faire tomber. Aujourd'hui, on construit ces bâtiments avec des structures béton. Si par malheur, hasard ou que sais-je, le béton ne devenait plus du tout vertueux et qu'il était interdit et qu'il était remplacé après-demain par un autre matériau ou un autre procédé de construction, qu'est-ce qu'on en ferait? On foutrait tout ça encore une fois à la poubelle. Donc, nous ne sommes pas devins, mais il faut simplement essayer parfois d'être humble par rapport à ce que nous construisons. On ne construit pas des musées, hein, on ne construit pas des bâtiments ou des monuments très formidablement connus. En revanche, dans notre paysage urbain et aussi fonctionnel, on a une vraie responsabilité. Moi, je crois en notre métier, je crois à tous les participants de cette conférence, à la capacité de vouloir bien faire et de vouloir être un petit peu plus intelligent. Je vais vous partager un document finalement. Tiens, je vais juste vous montrer une petite chose. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Ben voilà, les anciens ne se posaient pas trop de questions, ils construisaient bien et on se rendait compte que l'économie circulaire existait d'elle-même, puisque quand un séisme perturbait ce bâtiment, on venait récupérer les pierres, ou même quand on ne priait plus cette personne, on venait récupérer les pierres. Bon, c'est une petite blague, mais cette petite blague permettrait peut-être de nous interpeller. Recycler l'acier, c'est facile. Recycler le béton, aujourd'hui, on sait le faire. Recycler le cuivre, il est même volé, donc on en est très content. Soyons jusqu'au butiste du recyclage de ces matériaux. Soyons, en revanche, pionniers dans l'idée, peut-être un peu ce doux rêve, de vouloir recycler la fonction. C'est quoi un entrepôt de demain? Je ne sais pas. Comment on consommera demain? Je ne sais pas non plus. Est-ce qu'on sera tous finalement à la maison à se faire livrer des pizzas, se faire livrer tout par Amazon et autres? Je n'en sais rien. Peut-être qu'on reviendra d'autres fondamentaux. Personne n'a la réponse. En revanche, on se doit tous, et nous, les architectes le premier, de poser des questions, d'être peut-être un peu hors cadre par moment, et de se dire, comme certains l'ont fait d'ailleurs, tiens, sur une toiture, qu'est-ce qui peut se passer plus tard? Est-ce que je dois faire quelque chose d'autre? Est-ce que je vais mettre quelque chose d'autre? Beaucoup ont pris des dispositions pour qu'il y ait une surcharge, pour mettre soit de la toiture végétalisée, soit du panneau photovoltaïque. Ça marche bien. D'autres ont pensé à certains matériaux en façade pour éviter, je vais dans le détail, des coups de fourche, pour éviter d'avoir à refaire et défaire ces matériaux. J'ai aimé ce qu'a dit tout à l'heure Laurent et aussi Patricia, c'est le bon sens. Si on gérait un peu ces bâtiments en bon père de famille et qu'on arrêtait de voir leur utilisation qui s'arrêterait à un bilan de promotion et une rentabilité, je crois qu'on aurait fait beaucoup. Je crois qu'on aurait fait beaucoup pour nous, pour ceux à qui on va transmettre cette planète qui est quand même sacrément en mauvais état. Je ne suis pas un ayatollah encore une fois, de l'environnemental, mais au bout d'un moment, c'est quand même pas désagréable de se dire qu'on ne sommes pas que les destructeurs d'une planète qui n'a plus de ressources et qu'en tout cas, on s'inscrit très clairement à contrario de nos parents et de nos grands-parents qui ont, comme je le disais tout à l'heure, ravagé, mais il faut vraiment être très clair là-dessus, qui ont ravagé la planète. Je vous invite juste de temps en temps à aller sur la carte des pollutions en France. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y ait pas des pollutions, parfois même très graves, partout. Donc, il n'est jamais trop tard, il est temps de dépolluer, il est temps de réfléchir, il est temps de déconstruire, il est temps de repenser la réversibilité qui, pour moi, est la base de l'économie circulaire avant même de recycler les matériaux, puisque recycler les matériaux, aujourd'hui, c'est une période de transition qui doit s'inscrire dans une réflexion beaucoup plus générale de recyclons déjà la fonction, et si on a réussi à recycler la fonction, ça veut dire qu'on n'a rien à toucher. Je vais en finir là parce que je pourrais parler pendant des heures, mais en tout cas, je veux juste, et pour finir, soyons tous responsables, sortons un petit peu de nos cadres professionnels et de nos obligations professionnelles à chacun, et ayons une attitude un peu bienveillante par rapport à notre planète. Merci à vous tous. Merci Yann
pour cette invitation. C'est vraiment une invitation à la responsabilisation de chacun. Je retiens une entrée importante que vous avez soulevée, beaucoup de pression. Oui, il y a beaucoup de pression dans tous les sens. Et des pressions parfois antagonistes, contradictoires qu'il faut gérer. Et ce double paradoxe que vous avez soulevé, être jusqu'au boutiste et pionnier. Et effectivement, la réversibilité rejoint ce que j'évoquais sur l'amont. Il faut d'abord penser l'amont avant de se dire je vais gérer les déchets. Réversibilité, modularité, donc il y a beaucoup de réflexions en ce sens. Je retiens également, comme nos Laurent d'avant, des termes positifs, soyons vertueux, et un potentiel d'intelligence, donc l'intelligence du bon sens. Merci beaucoup Yann, qui vient en propos complémentaires aux propos des Laurent. Je regarde s'il y a des questions, s'il y en a qui veulent témoigner aussi, s'il peut y avoir des témoignages d'acteurs de la logistique qui ont engagé avec succès ou difficulté des réflexions d'économie circulaire. N'hésitez pas à prendre la main. Je vois qu'il y a des participants de la ville de Paris, de STEF, de région Occitanie, donc de très nombreux avec un panel assez large. Voilà, vous pouvez le faire par chat, posez vos questions par chat ou à l'oral. En attendant que des questions soient soulevées, je voudrais compléter sur l'aspect opportunité. Ce sont les propos précédents des Laurent et de Yann qui m'ont fait penser. C'est que l'économie circulaire appliquée à la logistique permet aussi d'adresser trois grands objectifs. Un premier objectif, lorsqu'on est face, et c'est vraiment là je fais écho aux travaux et à la démonstration des Laurent, lorsqu'on est face à une friche, cette friche effectivement est intéressante et c'est toute la démarche du gouvernement depuis plus d'1 an d'inciter à la reconversion des friches industrielles. Et je signale à cet égard que dans le cadre du plan de relance, l'ADEME a, je ne sais plus combien de millions, mais je sais que l'ADEME est en ligne, qu'il se manifeste, a un budget dédié à l'aide à l'économie circulaire et un budget d'autant plus intéressant qu'il sera regardé à l'aune de la reconversion de friches industrielles. Donc, je le dis pour les promoteurs, investisseurs, c'est le moment, c'est vraiment le moment de s'intéresser aux verrues, de regarder les zones polluées, parce que l'objectif à terme, c'est d'interdire purement et simplement le développement de quelconque bâtiment sur des zones saines, en tous les cas qui ne sont pas déjà urbanisées, et les friches font partie des priorités du gouvernement, à savoir la reconversion des friches pour qu'il n'y ait plus ces verrues. Du coup, ça m'amène à un outil juridique que je signale qui est très intéressant, qui est l'outil du tiers demandeur. Alors, le tiers demandeur, c'est la possibilité qui est offerte à un promoteur, un aménageur, qui aurait identifié une friche d'un industriel, on va parler des industriels, un industriel qui a déposé le bilan malheureusement, ou qui laisse en friche son foncier. Et cet industriel n'est pas très vendeur, n'a pas envie de faire au-delà que le strict minimum auquel il est contraint au titre du droit des installations classées. Donc, il dépollue un petit peu pour un usage industriel, mais à minima, puisqu'il va faire peut ne pas correspondre aux souhaits du promoteur aménageur. Eh bien, ce promoteur aménageur peut, selon un processus juridique maintenant éprouvé, les premiers dossiers ont déjà été instruits et sont connus de l'administration, ce promoteur aménageur peut demander à se substituer au dernier exploitant pour réhabiliter par rapport à son usage à lui, par rapport aux zones d'implantation de ces bâtiments. Donc c'est intéressant, je le signale, parce que
dans le domaine de la construction, de l'aménagement, le temps c'est de l'argent. Et ce mécanisme de tiers demandeur permet de gagner du temps, premièrement, et permet parfois de débloquer des situations de blocage avec un industriel qui ne veut pas vendre son terrain, qui se dit tiens, là, c'est l'occasion. En tous les cas, d'expérience, les dossiers que j'ai suivis, les tiers demandeurs ont vraiment eu ce double intérêt. Ça, c'est le premier point additionnel que je voulais porter à votre connaissance. Le deuxième, bien, pareil, une friche urbanisée. Alors, pas une friche industrielle avec de la verdure, mais une dalle, comme dans l'exemple des Laurents, présente effectivement l'intérêt d'être déjà artificialisée. Et pareil, depuis plus d'un an, le gouvernement réfléchit, c'est un rapport France Stratégie qui pose en principe zéro artificialisation nette. On arrête d'artificialiser les sols. On lutte contre l'étalement urbain avec le paradoxe Covid où effectivement tout le monde veut son pavillon. Et l'intérêt d'avoir identifié une zone déjà artificialisée avec une dalle béton qui est moche, mais qui existe, eh bien, est assez intéressant parce que de fait, on devrait éviter à se trouver face à des espèces protégées. Et aujourd'hui, les dossiers dits de dérogation espèces protégées sont très compliqués à instruire et surtout, l'obtention de l'arrêté préfectoral dit de dérogation espèces protégées implique de démontrer ce qu'on appelle une raison impérative d'intérêt public majeur qui est analysée de façon très, très sévère par les juridictions. Donc, voilà, vous identifiez une friche qui est moche, avec des dalles béton partout. Là, j'ai un dossier hier, c'était le cas. Mon client n'était pas très content. Je me dis, au contraire, c'est une super opportunité. Vous n'aurez pas de dossier de dérogation espèces protégées, qui sont c'est juste un enfer aujourd'hui, à instruire, à justifier de la raison impérative d'intérêt public majeur, à savoir, je vais détruire une espèce protégée, est-ce que ça vaut le coup par rapport à l'enjeu construction? Et puis, la troisième opportunité, c'est par rapport aux investisseurs, des entrepôts circulaires. Je fais court en parlant d'entrepôts circulaires. Pour des investisseurs, c'est intéressant parce que à l'avenir, il y a ce qu'on appelle la taxonomie verte. C'est un règlement européen qui impose aux entreprises de justifier que leurs activités adressent l'un des 6 grands objectifs identifiés par l'Union européenne, à savoir lutter contre le réchauffement climatique par la voie de l'adaptation ou par la voie de l'atténuation, lutter contre l'érosion de la biodiversité, lutter contre la pollution des eaux, participer de la lutte contre l'épuisement des ressources naturelles et s'inscrire dans des démarches d'économie circulaire. Et donc, les entreprises seront amenées, pas toutes, mais certaines, à justifier que leurs activités adressent au moins l'un de ces 6 objectifs. Et donc, par définition, un entrepôt circulaire adressera l'un des 6 objectifs de la taxonomie verte et donc permettront d'être plus facilement identifiés et repérés par les investisseurs. Voilà les 3 points juridiques additionnels que je souhaitais porter à votre connaissance au regard des présentations qui viennent d'être réalisées. Laurent, les 2 Laurent d'ailleurs, peut-être une réaction à l'exposé de Yann sur les pressions et sur la réversibilité, les modularités. Écoutez, oui, je veux bien réagir. Ouais. Il y a tellement de choses que nous partageons. D'autres, j'avoue que il est important quand même de se dire que nous sommes des partenaires. Pour nous, les architectes sont des partenaires. Je n'ai pas du tout la sensation d'être un rapace. D'abord, je ne ressemble pas du tout à un oiseau. Pour moi, l'architecte est avec nous dès l'origine. Bien sûr, non, mais juste, je t'interromps, Laurent, c'était le côté taquin que je sortais par rapport à la vision souvent que nous, architectes, on défend en réunion de présentation de projet, en agglo ou en mairie, où très souvent le promoteur est mal vu et ça ne peut pas marcher si on n'est pas intégralement lié, architecte, investisseur et promoteur. Mais ce n'était pas mon avis, c'était l'avis souvent que les élus en ont.
Voilà, pour être très clair. Alors, du coup, Laurent, comment casser cette perception parfois négative des élus? Est-ce que vous la ressentez, vous? Alors, on a la chance, justement, comme je disais, quand on démarre un projet, je vais vous dire typiquement comment nous pratiquons. C'est Laurent, on que, ne vous voit pas, on voit que une image, c'est oui, normal? allez, hop, nous revenons. Oui, c'est bien. Merci. C'est vrai que c'est plus sympathique. Oui, En fait, pour nous, il y a une opération quand elle démarre. Donc, moi, je suis tout particulièrement en charge du développement. Donc, je vais aller imaginer ce que l'on va pouvoir faire demain. Et donc, le développement, c'est déjà, parce qu'on a quand même un credo, le terrain et le terrain. À partir de là, je me mets tout simplement dans mon bureau, je détourne le terrain, je me fais des petits découpages, et puis je pose des bâtiments, j'imagine à quoi ils pourraient servir, quelle est la demande locale, régionale ou voire nationale, quel pourrait être l'impact. Et puis après, on va se poser la question, avec quel architecte va-t-on travailler? Parce que chaque architecte a une sensibilité particulière en fonction des produits que nous allons imaginer. Et puis en plus, le fait de travailler avec plusieurs architectes, à chaque fois, tout le monde, enfin, nous, on s'enrichit parce que les idées se renouvellent et ça, c'est toujours très intéressant. Je vais rebondir sur comment nous faisons les choses. Je vais continuer là-dessus et revenir sur une intervention de Yann. Il y a un autre dossier que nous avons et que là, je ne vous ai pas présenté. On continue toujours dans la gestion des friches. Et là, parfois, les friches, on se retrouve avec des bâtiments qui sont, des fonciers avec une découpe très spéciale. Mais donc, on doit rentabiliser nos opérations pour que tout le monde déjà puisse être payé dignement pour le travail effectué. Et donc là, nous sommes partis dans l'idée, je me suis dit, tiens, on va faire un bâtiment de distribution à étage. On va avoir les arrivées de poids lourds en rez-de-chaussée, et puis par un système soit de monte-charge ou de convoyeur, les sorties en VUL se feront à l'étage, donc avec un accès par le biais d'une rampe. Donc ça a été l'idée. Bien évidemment, la mise en musique, ça, c'est donc on a saisi notre architecte, on lui a demandé, un de nos architectes, voilà, comment tu sens la chose? Il m'a dit, ah ouais, ça me plaît bien. Faire un bâtiment un peu emblématique en espérant que ce ne soit plus le cas demain. Parce que oui, c'est bien de pouvoir utiliser du volume, donc de l'espace vertical, c'est très intéressant. Et donc, dans ces cas-là, on nous a proposé plusieurs solutions. On a fait des réunions de travail en commun, parce qu'il y a cette touche, déjà, il faut rendre ça réalisable. Et après, avant quoi que ce soit, avant d'imaginer aller déposer le permis de construire, j'ai pris rendez-vous à la mairie, au service de l'urbanisme, et nous sommes allés avec notre architecte présenter nos velléités. Donc, il y avait notre architecte, Laurent était à mes côtés en tant que directeur des opérations, donc après, parfois pour freiner mes ardeurs sur les choses qui pourraient être un peu trop farfelues, et puis moi, avec un regard aussi d'utilisateur, dire voilà, on pense les choses un peu comme ça, parce que derrière, il va y avoir tel ou tel utilisateur qui va être intéressé par ce bâtiment. Donc, nous sommes totalement en phase sur cette collaboration. Je ne peux pas imaginer, moi, avancer et dire après à un architecte, voilà, je veux ça, et dépose-moi le permis, parce que ça se construit, ça se conçoit dès l'origine, et de plus en plus, ça devient obligatoire pour s'intégrer dans cette fameuse économie circulaire. Parce que il y a les intégrations environnementales. Notre architecte va nous aider justement à imaginer la bonne éco-conception du bâtiment. Donc voilà comment nous réagissons. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Et, je n'ai pas justement, moi, du tout, je ne suis pas confronté à cette problématique de pression avec mes partenaires. Je ne l'ai pas. La pression que j'ai, c'est de réussir à trouver du foncier, donc des friches, parce que c'est passionnant. Et puis, c'est après trouver les bonnes adéquations financières avec les capacités d'investissement, soit des utilisateurs, soit des investisseurs. Et puis, pour rester, quoi qu'il arrive, même si on rapporte des touches très fortes, environnementales et écologiques, il faut que, in fine, le bâtiment puisse rentrer
sur un loyer de marché, parce qu'après, les prestataires et utilisateurs n'ont pas des bilans extensibles. Surtout qu'en plus, je reviens aussi sur le regard du e-commerce. De moins en moins, de notre côté, nous citons un e-commerçant en particulier, parce que aujourd'hui, et c'est vraiment super, ça, parce que les commerçants, dans leur ensemble, se dotent de sites Internet qui permettent de commander directement chez eux. Je vais vous donner un exemple. Je suis breton, je suis chauvin, j'aime bien avoir mes produits bretons, et donc je vais sur le site Internet de Tempête de l'Ouest. Parce qu'habitant à Lyon, forcément, un coup de voiture, c'est un petit peu léger. Donc, je vais sur le site Tempête de l'Ouest, que je vous conseille d'ailleurs, pour pouvoir aller acheter qui des produits d'alimentation ou même une casquette ou un parapluie avec le drapeau breton. Nous ne sommes pas tous bretons, hein, Laurent. Non, alors, mais, là, je le comprends, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Mais non, c'était vraiment un exemple, et là, je faisais un trait d'humour, parce que j'ai un autre exemple, hein, voilà, j'ai ma filleule qui vient de commander une casquette pour un de mes fils, elle est dans le Nord, elle a commandé à côté de Saint-Étienne et c'est livré chez moi à Lyon, et tout ça, c'est par du e-commerce. Ça, il faut porter ça, et il faut penser, enfin, je n'ai rien à vous imposer, excusez-moi, mais nous sommes, nous, tentés, justement, d'aller avec l'architecte, avec les bureaux d'études aussi, parce que les bureaux d'études, on s'appuie beaucoup sur leurs compétences pour améliorer et optimiser ce côté éco-responsable et donc de chantier circulaire. C'est mieux avec le micro. Merci pour ces compléments. C'est important, effectivement. Je voyais Constance qui applaudissait, de ne pas stigmatiser une enseigne en particulier. Hein. La logistique participe aussi de la proximité. J'avais une question sur les aides de l'ADEME. J'ai retrouvé le document. Avec le plan de relance, France Relance, l'ADEME s'est trouvée dotée de 2 milliards d'euros supplémentaires. Donc c'est 2,5 fois le budget classique de l'ADEME, hein, avec 500 millions supplémentaires dédiés à l'économie circulaire. Sans faire le détail, ce qui peut nous intéresser, 61 millions pour les investissements de réduction, réemploi, réparation, développement de solutions de substitution. 80 millions sur les CSR, combustibles solides de récupération. 5 millions d'aides à la traçabilité dans la filière bâtiment. Et puis, voilà ce qui peut nous intéresser. Et puis, c'est 1 milliard quand même, 1,2 milliard pour la décarbonation de l'industrie. Non, pas spécialement. Donc, voilà, regardez, hein, vous avez le site de l'ADEME. Je trouve le lien, tout simplement https://entreprise au pluriel.adem.fr /dispositif-aide. Voilà des compléments. Yann, est-ce que vous souhaitez réagir? Non, je crois que Laurent a bien tout résumé. Et puis, encore une fois, bien sûr, moi je suis parfois taquin quand je cite de la commande par Internet ou le caractère de certains investisseurs, mais c'est exprès, c'est pour faire réagir. Parce que, hélas, je ne serais pas l'architecte d'un groupe de 100 et quelques personnes qui fait beaucoup d'industriels si j'y croyais pas à ces entrepôts. Ouais. Dans ma carrière, j'ai construit des musées, j'ai construit des hôpitaux, j'ai construit des palais des congrès et j'ai pris 10 fois plus de plaisir à construire des entrepôts. Parce que quand on construit un entrepôt à entre 350 et 400 € du mètre carré et qu'on sait que c'est juste le prix d'un revêtement de sol dans certains bâtiments luxueux, on a tous les mérites de faire notre métier. Et tous les mérites de répondre justement à ceux qui font de la distribution par Internet, soit pour aller avoir des drapeaux bretons, soit pour avoir un petit paquet avec un sourire. Alors, je ne suis pas breton, mais j'ai un prénom breton, donc les Bretons ont toute mon affection. Non, on a vraiment, je finirai là-dessus, on a mauvaise presse. On a tous mauvaise presse dans ce métier.
alors que nous sommes tous des passionnés et avec des vrais fondements vertueux. Et je le sais pour travailler avec beaucoup, ce ne sont pas que des mots, ce sont des vraies passions qu'on partage. Mais de temps en temps, il faut un peu se taquiner pour qu'on se rende Pour se compte quand même challenger. qu'on a, oui, et puis qu'on n'a pas bonne presse, on va se le dire. C'est vrai. Merci Laurent, je pense que c'est bon de votre côté. Je n'ai pas vu de questions, ce qui prouve que vous avez été clair. Je vérifie quand même s'il n'y a pas d'affichage, je vous ai perdu. Non, c'est bon. J'ai répondu aux questions. Pas de main levée. Alors, ça tombe très bien votre propos final, Yann. C'est que justement l'enjeu du prochain cycle Afilog Auré DS Avocat pour 2021, c'est de redorer un peu le blason du monde de la logistique, qui est un monde, c'est de l'industrie, hein, la logistique. Vous employez le terme industrie. Un entrepôt logistique est une installation classée pour la protection de l'environnement. Donc, en plus de tout ce que nous avons évoqué, il y a ce carcan du droit des ICPE très particulier et très contraignant. Avec là la réglementation à géométrie variable, je le confirme, je le vois tous les jours dans mes dossiers. Alors les prochaines matinales, justement en 2021, ce que nous avons arrêté avec Afilog, c'est de s'intéresser aux aspects vertueux de la logistique et comment la rendre plus vertueuse et comment la logistique et ce monde-là est un acteur à part entière des enjeux de développement durable et des grands défis à relever. Je rappelle que nous avons à l'échelle planétaire 3 grands défis à relever. Le premier qui est la lutte contre l'érosion de la biodiversité, puisque nous vivons la 6e extinction des espèces, la 5e c'était celle des dinosaures, donc ça donne un petit ordre de grandeur. Deuxième défi, c'est la lutte contre l'épuisement des ressources naturelles partout sur la planète, parce qu'il n'y avait pas de recherche d'éco-conception, pas de réemploi en tant que tel. Et puis, bien sûr, le troisième défi, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, face à ces 3 grands défis, lutte contre l'érosion de la biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles et réchauffement climatique, le monde de la logistique, comme le monde économique en général, peut faire sa part, peut apporter sa contribution. Et ce sera donc l'objet de nos matinales de 2021, avec ces axes principaux, avec tout de même une première matinale en février, je le signale, le 12 février, dédiée à la loi dite ASAP, la loi d'accélération et de simplification de l'action publique. Parce que la loi ASAP, dans ses dernières dispositions, donc c'était une loi déclarée d'urgence, pareil, elle a enflé brutalement, et des dispositions très structurantes et très simplificatrices du droit des installations classées ont été introduites dans la loi ASAP, et il nous a semblé important avec Afilog de les porter à la connaissance des adhérents, parce que je ne vais pas faire ce que je vous dirai en février, mais il y a vraiment des dispositions très pertinentes et qui amènent à une simplification assez pertinente. Avec des suites, je le signale, regardez le projet de loi 4D qui va sortir, puisque notre Premier ministre Castex a rajouté un 4e D aux 3 premiers, qui avait été porté par la ministre de la Cohésion des Territoires. Donc c'est déconcentration, décentralisation, le 3e, je ne sais plus, et Jean Castex a ajouté décomplexification. Donc, si la loi ASAP ne va pas assez loin, il y a la voiture balai avec le projet de loi 4D. Donc ça, ce sera le 12 février. Le 16 avril, la matinale Afilog sera autour des enjeux de biodiversité, comment le monde de la logistique peut plus intégrer les réflexions de biodiversité. Ensuite, nous aurons, alors c'est toujours pareil, hein, c'est 10-12. Le 18 juin, une matinale sur la neutralité carbone. Donc là, on est sur le réchauffement climatique, comment être moins énergivore, comment s'inscrire dans les futures réglementations et bien sûr un focus décret tertiaire, puisque c'est important pour la logistique. Le 17 septembre, une matinale sur le zéro artificialisation, ou plus exactement comment gérer la sobriété foncière. Et nous terminons l'année
le 19 novembre, vous voyez, on a travaillé, hein, c'est planifié, là on a nos 5 matinales jusqu'en novembre 2021 sur la loi AGEC, de nouveau, parce que j'indiquais en propos préliminaire qu'il manque 110 décrets d'application. Donc, nous pensons qu'à fin novembre 2021, les décrets d'application seront sans doute publiés et il y aura encore plus de retours d'expérience. Donc voilà, ces matinales, est-ce qu'elles seront en webinar? Est-ce qu'elles seront physiques? Lorsqu'elles se tiennent en présentiel, comme on dit aujourd'hui, c'est au cabinet. Donc, c'est dans mon cabinet, chez DS Avocats, dans le 16e, 6 rue du Ray. Nous verrons ce que nous pouvons faire, si c'est du webinaire ou du présentiel. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces prochaines matinales, à vous inscrire. Le mot de la fin à chacun d'entre vous, de Laurent et à Yann, si vous aviez un mot, un seul, pour résumer en positif, parce qu'il faut terminer l'année par du positif, hein. C'est assez anxiogène tout ce que l'on vit, tout ce que l'on voit. Donc, un mot positif pour l'économie circulaire dans la logistique. Il faut y aller, j'arrive. Parce que, Laurent, il faut y aller parce que, allez, vous avez droit à un peu plus d'un mot. Ah, merci. Oui. Eh bien, c'est, je dirais, quel plaisir de s'engager dans cette démarche. Pour nous, c'est vraiment un plaisir plein et entier et qui en plus nous rapporte de l'argent. Parce que plaisir, merci, Oui. ça rapporte de l'argent. C'est mieux de ne pas en perdre, si on veut continuer à avoir du plaisir. Laurent. Yann. Ah oui, Laurent, pardon. Oui, il y a deux Laurent, pardon. Oui, c'est le plaisir certainement, et puis aussi c'est le sens de notre action, de notre capacité à chacun de pouvoir faire un petit quelque chose qui peut-être un jour contribuera au bien-être de nous tous. Donc voilà, avec l'humilité dont parlait Yann tout à l'heure, je dis si je fais des choses qui ont du sens et qui rendent notre environnement, notre quotidien meilleur, je suis fier. Donc, ça donne du sens, ça crée de la fierté. Super. Yann? Du plaisir, de la fierté, de l'attention et aussi de la prudence. Car n'oublions pas que tout ce qu'on jette au-dessus de nous, on se le reprend dans la figure tôt ou tard. Merci. Donc, je résume, plaisir, donner du sens, fierté, l'attention et de la prudence. Merci infiniment pour vos échanges. Merci aux participants. Vous êtes tous restés du début à la fin parce que c'était passionnant. Vous avez bien fait de rester. Très belle fête de fin d'année. Constance, tu veux dire un petit mot final? Oui, donc je voulais remercier effectivement les intervenants, mais toi aussi, Patricia. Et puis, effectivement, c'était passionnant et on est toujours très heureux de voir que d'abord, les deux associations se mélangent bien. Oui. Je trouve que c'est super sympa parce que vraiment, vous êtes moitié-moitié de membres dorés et d'aphilogues. Et donc, ça, je trouve que ça fait plaisir. Hein. Puis, ça fait longtemps, Patricia, mais ça, c'est grâce à toi parce que tu donnes beaucoup de temps comme pilote. Parce que les pilotes de commission, oui, effectivement, ils mouillent la chemise. Donc, voilà, c'était pour dire que on était contents de ce genre de matinale. Merci beaucoup d'y participer. Et puis, oui, bon Noël à tout le monde et puis bonne année 2021, on espère. Merci Constance, plaisir partagé. C'est gentil. Merci pour tes gentils propos. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, on fait de l'économie circulaire parce qu'on mutualise nos forces. Oui. Auré, Aphilogue, exactement, et DS. Donc, on fait un truc à trois. Oui, et avec plaisir, c'est ça. Et avec plaisir et fierté d'apporter notre contribution, si modeste soit-elle, on l'apporte comme on peut. Voilà, merci infiniment aux intervenants. Merci Constance, merci Grégoire, merci à tous. Très belle fête de fin d'année. Prenez soin de vous et à l'année prochaine. Oui, à bientôt, au 12 février. Au revoir. Au 12 février. Au revoir à tous.